chaque embranchement est plus évolué et moins évolué que l'embranchement suivant, c'est-à-dire les bryophytes sont les moins évolués, les ptéridophytes sont un peu plus évolués, les gymnospermes plus évolués et les angiospermes. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Répondez. Ça marche, c'est bon. Alors, je continue donc. Il y a plusieurs critères qui montrent l'évolution chez les cormophytes. Comme premier critère, il y a la taille de la plante. Et comme je viens de dire, tout au long du cours, on verra les autres critères. Alors, si on maintenant on parle des bryophytes. Les bryophytes, ce sont l'embranchement, le premier embranchement chez les cormophytes. Ce sont les bryophytes. Les bryophytes sont quelqu'un a un micro qui marche pas. Chez les bryophytes, l'appareil végétatif ou la plante ou le cormus est de très petite taille. Ce sont des plantes de très petite taille. Leur taille ne dépasse pas 3 à 5 cm. Mais ce qui les distingue encore plus, c'est que ces plantes sont dites incomplètes. Incomplète veut dire une plante qui ne possède pas les trois organes chez une plante. Ce sont la tige, la feuille et les racines. Chez les bryophytes, les plantes n'ont pas de racines, ne possèdent pas de racines. Ce sont seulement des filaments très fins que l'on appelle des rhizoïdes qui leur permettent de se fixer au sol. Ils n'ont aucun rôle dans l'absorption ni seulement, ils ont un rôle seulement dans la fixation. Ça, c'est un critère très Monsieur, important. Oui. j'arrive pas à voir l'écran. Hein? Et pourtant, et les autres étudiants, Moi Oui, aussi, monsieur. monsieur. Non, oui, monsieur, non, c'est pas vous lui. n'avez pas. Hein? Aussi. Maintenant, Non, Non, monsieur. pas encore, monsieur. vous n'avez pas le polycopier sur l'écran. Non, monsieur. Non? Non, monsieur. Non. Mais vous l'avez, vous? Non? Vous Non, l'avez. monsieur. Vous avez reçu le polycopier, n'est-ce pas? Vous avez reçu le Oui, polycopier. monsieur. Eh bien, suivez avec ce polycopier. Hein? D'accord? Mais moi, je l'ai ici affiché sur mon PC, mais je ne sais pas pourquoi il ne s'affiche pas sur le vôtre. Est-ce qu'il s'est affiché là? Non? Non. Non. Non, 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 non. Alors, je vais réessayer. Je vais réessayer. Pourquoi il ne s'affiche pas? Pourquoi il ne s'affiche pas? Pourquoi il ne s'affiche pas? Franchement, je n'ai aucune idée.
Je n'ai aucune idée pourquoi il ne s'affiche pas. Et là? Regardez maintenant. Oui. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, Ça, monsieur. ça s'est affiché. Oui. 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 C'est bon. Très bien, très bien. Alors, on continue donc. On continue pour ne pas perdre de temps, parce qu'on a un nombre de séances précis. On ne peut pas perdre trop de temps. J'espère que vous avez lu le polycopier. Et donc, on est ici en train de réviser, de résumer le premier cours seulement. Je ne vais pas le refaire entièrement. On va le résumer. Donc, j'étais en train de dire que le premier groupe chez les cormophytes, qui sont les bryophytes, ce sont des plantes qui sont les moins évoluées. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs critères qu'on verra petit à petit. Mais le premier critère chez ces plantes, c'est la taille. Ce sont des plantes de petite taille. Leur taille ne dépasse pas 5 cm. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que 5 cm. C'est vraiment très petit comme plante. Donc, c'est un critère qui montre que ces plantes sont moins évoluées. En plus, ce sont des plantes incomplètes. Une plante complète, c'est une plante qui possède une tige, qui porte des feuilles et à la base des racines. C'est ça une plante complète. Or, les bryophytes sont des plantes incomplètes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont que deux organes. Ils n'ont que la tige et les feuilles. Et en bas de la tige, il n'y a pas de racines. Ils ont seulement des filaments très fins que l'on appelle des rhizoïdes. Ce n'est pas de vraies racines. Et ces rhizoïdes leur permettent seulement la fixation au sol. Elles ne permettent pas l'alimentation, contrairement aux racines. Les racines permettent la fixation et l'alimentation. Or, ici, chez les bryophytes, ce sont seulement des rhizoïdes. Elles permettent seulement la fixation. Et ici aussi, c'est un deuxième critère qui montre que les bryophytes sont des plantes primitives. Donc, chez les bryophytes, en général, ce sont des espèces dioïques. Dioïque veut dire qu'il y a des plantes mâles et des plantes femelles. Dioïque veut dire qu'il y a des plantes mâles et des plantes femelles. Alors, si on veut décrire la plante mâle, vous avez sur votre planche, vous avez la planche, n'est-ce pas? Vous avez la planche à la fin du cours, vous avez deux planches, n'est-ce pas? Vous pouvez les voir? Non, je vous les affiche. Vous ne pouvez pas les voir, vous, la planche? Répondez. Est-ce que vous pouvez voir les planches? Non? Oui, oui. Oui, monsieur, on les fait voir. Les vôtres, pas les miennes. Les vôtres. Alors, en tout cas, on avance. Regardez, j'ai affiché la planche 1 des bryophytes. On voit la plante, on voit la tige, les feuilles, et à la base, ce ne sont pas des racines, ce sont des rhizoïdes. La figure 2, c'est quoi? La figure 2 est une coupe transversale au niveau de la tige. Et ça montre que chez ces plantes, il n'y a pas de tissu conducteur. Et c'est logique, parce que ce sont des plantes qui n'ont pas de racines. Automatiquement, elles n'ont pas de tissu conducteur. Les plantes qui n'ont pas de racines ne peuvent pas avoir de tissu conducteur. C'est logique. Donc, ce sont des plantes qui n'ont ni racines ni tissu conducteur. Alors, pour la plante mâle, donc j'ai dit à l'extrémité, ce sont des plantes dioïques, des espèces dioïques.
Dioïque veut dire qu'il y a des plantes mâles à part et des plantes femelles à part. Si on veut étudier la plante mâle, à l'extrémité de la tige, il y a un ensemble de feuilles serrées les unes aux autres qui forment, on appelle une corbeille ou un involucre. On l'appelle une corbeille ou un involucre. C'est ce qu'on voit sur la figure 4. La corbeille donc, est formée par des feuilles à l'extrémité de la tige. À l'intérieur de cette corbeille, toujours à l'extrémité de la tige, il y a la formation des organes reproducteurs mâles. Organes reproducteurs mâles, qu'on appelle aussi les gamétanges mâles. Organes reproducteurs mâles ou gamétanges mâles, qui se forment à l'extrémité de la tige. Si on regarde, on l'appelle aussi une antéridie. Alors, suivez, c'est très important. À l'extrémité de la plante mâle, il y a la formation des organes reproducteurs mâles, qu'on appelle aussi des gamétanges mâles, qu'on appelle aussi des anthéridies. Il y a 3 façons de les appeler. Anthéridies, gamétanges mâles, appareil reproducteur mâle. Ça, des choses qu'il faut retenir obligatoirement. Qu'est-ce qu'une antéridie? Une antéridie est formée d'un pédicelle et d'un sac allongé. Regardez la figure 4, d'un sac allongé entouré par une paroi, et à l'intérieur, il y a des cellules appelées cellules spermatogènes. Ce sont ces cellules spermatogènes qui vont donner naissance aux spermatozoïdes ou entérozoïdes. Ce sont les gamètes mâles. D'accord? Vous suivez? Ce sont les gamètes mâles. Répondez, est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon, très bien. Donc, les gamètes mâles sont à combien selon vous? J'en ai déjà parlé, ceux qui ont suivi le premier cours. Ils sont à combien de chromosomes, les gamètes? Un chromosome. N chromosomes, obligatoirement. Obligatoirement, ils sont à N chromosomes. Est-ce que j'ai parlé ici d'une méiose? Est-ce que j'ai parlé de la méiose? Non. Non, monsieur. Non. Non. Ce n'est pas la méiose. Je n'ai pas parlé de méiose. Ce sont seulement des mitoses qui donnent naissance aux entérozoïdes ou spermatozoïdes, qui sont les gamètes mâles, qui sont à N. Et donc, la plante qui a donné naissance à ces gamètes mâles, est-ce que la plante, le cormus, l'appareil végétatif, regardez, je donne les plusieurs noms de la même chose. La plante, l'appareil végétatif, le cormus, c'est exactement la même chose. Est-ce que cette plante est à N ou à 2N? Répondez. N chromosome. Voilà, absolument. Ce sont des plantes à N chromosomes, des plantes haploïdes, n'est-ce pas? C'est à l'extrémité de ces plantes haploïdes vont se former des appareils reproducteurs, mâles ou femelles, selon la plante, et qui vont donner des gamètes, ici les gamètes mâles, à N chromosomes. Il n'y a pas eu de méiose qui va faire passer les cellules de 2N à N. Il n'y a que des mitoses. Donc, obligatoirement, la plante ici est à N chromosomes. Ce sont des plantes haploïdes et non pas diploïdes. Vous suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ce sont des choses que je n'ai pas expliquées sur le polycopier. C'est pour ça que je vous ai dit, et je le répète, que vous devez avoir
à côté de vous un cahier de notes et que vous devez noter des choses. C'est très important. Je ne vais pas dire seulement ce que j'ai déjà écrit sur le polycopier. Ça ne sert à rien. Vous l'avez déjà. Je suis en train d'expliquer des choses que vous n'avez pas sur le polycopier, que vous devez noter sur vos cahiers de notes et qui sont très importants aussi, que l'on peut vous demander au cours de l'examen. Alors, donc à l'intérieur d'une entéridie vont se former un très grand nombre d'entérozoïdes ou spermatozoïdes. Ce sont des gamètes mâles. Qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque au niveau de la corbeille? Je reviens, je suis toujours à la figure 4, hein? La corbeille à entéridie. La corbeille à entéridie. Regardez le nombre d'entéridie. Essayez de les compter. Dites-moi combien il y a d'entéridie. Dites. Yallah, allez-y. Répondez-moi. Combien il y a? Il y a Oui, 8 ans. Voilà, exactement. Alors, retenez un petit peu ce chiffre. 8 entéridie. On verra plus tard pourquoi ce chiffre est important. Il y a ici, chez la plante mâle, il se forme à l'extrémité de la tige, au niveau de la corbeille à entéridie. On l'appelle aussi un involucre. Il se forme environ 8 entéridie. Et à l'intérieur de chaque entéridie, il se forme un très grand nombre d'entérozoïdes, de spermatozoïdes, qui proviennent de cellules spermatogènes. Et les entérozoïdes sont des gamètes mâles qui sont à N chromosomes. Je ne vais pas ici détailler la figure 5 parce que ça parle de la formation de l'entéridie. Vous pouvez le lire et le voir, mais je n'ai pas le temps de tout montrer. La figure 6. Qu'est-ce que c'est que la figure 6? C'est un dessin d'un spermatozoïde. Alors, un spermatozoïde, regardez, est une cellule qui possède un cytoplasme très réduit. Regardez, c'est écrit résidu cytoplasmique. Qu'est-ce que ça veut dire, un résidu cytoplasmique? C'est un cytoplasme très réduit. Résidu vient de réduit, un résidu, c'est-à-dire un cytoplasme très petit. Et le reste qui est enroulé comme ça, sous forme d'un ressort, ce qui est enroulé, c'est le noyau. Et à l'extrémité, il y a 2 flagelles. Qu'est-ce que c'est que des flagelles? Les flagelles sont l'organe locomoteur. Les flagelles est un organe locomoteur. Il permet aux spermatozoïdes ou entérozoïdes le déplacement. Il leur permet de se déplacer. On verra tout à l'heure. On en a déjà parlé, je pense, hein, ceux qui ont assisté au premier cours. Alors, je continue. Je reviens au texte. D'accord? Je reviens au texte. Et je continue, donc. La plante mâle, je l'ai décrite. Maintenant, la plante femelle. D'accord? La plante femelle. Elle est très semblable à la plante mâle. À l'œil nu, on ne peut pas distinguer entre la plante mâle et la plante femelle. Mais on peut le voir à l'aide d'une loupe. Une loupe permet de voir l'extrémité de la plante. C'est l'extrémité de la plante. C'est la corbeille. C'est l'involucre qui va permettre de distinguer entre la plante mâle et la plante femelle. Chez la plante mâle, l'involucre contient des entéridies, des organes reproducteurs mâles.
des gamétanges mâles. Je suis en train de répéter la même chose pour que vous retenez les choses. C'est très important. Alors, chez la plante femelle, c'est différent, la corbeille. Ce n'est plus la même chose. C'est une corbeille qui contient des organes reproducteurs femelles qu'on appelle des archégones, qu'on appelle gamétanges femelles. Je répète, à l'extrémité de la plante femelle, il y a des organes reproducteurs femelles au niveau d'une corbeille, d'un involucre. Il y a des organes reproducteurs femelles. Il y a des gamétanges femelles qui sont des entéridies. Je reviens au dessin. Je reviens au dessin pour suivre sur le dessin. Alors, je suis sur la planche 2. D'accord, vous suivez, vous avez les dessins affichés? Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Oui, monsieur. La deuxième planche, les bryophytes 2. Donc, sur la figure 7. Donc, l'extrémité de la plante ici, que l'on appelle l'involucre ou la corbeille, contient l'organe reproducteur femelle, l'archégone, le gamétange femelle. Qu'est-ce qu'un gamétange femelle? Un gamétange femelle est formé de 3 parties. Un ventre, qui est une partie large, un col, qui est une partie allongée, et un canal qui traverse le col. L'ensemble forme un archégone. Et à l'intérieur du ventre, la partie large de l'archégone, le ventre, il y a à l'intérieur l'oosphère. L'oosphère est le gamète femelle. L'oosphère est le gamète femelle. Il est, bien sûr, comme tous les gamètes, mâles ou femelles, il est obligatoirement à N chromosomes. Haploïde, à N chromosomes. C'est pareil ici pour la plante femelle. Est-ce que j'ai parlé de méiose? Non, il n'y a pas de méiose ici, pas du tout. C'est seulement des mitoses. Donc, puisque l'oosphère est AN et qu'elle ne provient pas de méiose, elle provient seulement de mitose, c'est que la plante qui lui a donné naissance est AN aussi. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure pour la plante mâle. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Essayez de compter le nombre d'archégones. Essayez de compter le nombre d'archégones. On ne voit pas très bien, mais essayez de deviner un peu le nombre d'archégones ici. 3, monsieur? Voilà, à peu près. On va dire 3. Vous les voyez tous? Vous voyez les Oui, archégones? monsieur. Oui, oui. Comme a Non, dit votre monsieur. camarade, les Non, archégones. monsieur. Regardez ici, c'est indiqué archégone paraphyse. Ah, c'est vrai, je n'ai pas parlé de paraphyse, mais c'est pas très important les paraphyses. Les paraphyses, ce sont des filaments qui se trouvent entre les organes reproducteurs, qu'ils soient mâles ou femelles. Ils n'ont pas de grande importance. Ce qui est important ici pour nous, c'est soit les entéridies, soit les archégones. D'accord? Je vois que certains parmi vous, je pense, non? Certains parmi vous ont tiré le cours sur papier. Non? Vous l'avez fait? Répondez. Oui, monsieur.
cette partie du cours que je vous ai envoyée, vous l'avez tirée sur papier? Oui, monsieur. Il faut le faire, tout le monde doit le faire pour pouvoir suivre le cours. Tout le monde, la prochaine fois, il faut que vous ayez tous le cours tiré sur papier pour mieux suivre le cours, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas suivre sur l'écran seulement. Il faut avoir le cours à côté pour rajouter des choses, pour voir des choses, pour etc. Tout le monde, je répète, tout le monde doit tirer sur papier le cours, s'il vous plaît. Alors, si je reviens toujours à la figure 7, je vois ici, sur cette figure, la légende. Il y a feuille de l'involucre, il y a paraphyse, je viens de dire, ce sont des filaments fins qui n'ont pas de rôle important ici, et il y a les archégones. Il y a les archégones. Ceux qui ont le micro, éteignez votre micro, s'il vous plaît. L'archégone. On voit ici plusieurs archégones. Et comme vient de dire votre camarade, il y a, on va dire, environ 3 archégones ici, par involucre, chez la plante femelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un archégone? Je l'ai décrit. Un archégone est formé de 3 parties. Le ventre, le col est traversé par le canal. Et à l'intérieur du ventre, il y a l'oosphère. Voilà la description des 2 plantes, mâle ou femelle. Maintenant, on va passer à la reproduction, à la fécondation. Comment vont se faire ces plantes pour se reproduire? Comment va se faire la fécondation? Alors, la fécondation survient toujours pendant un temps humide, lorsqu'il y a présence d'humidité, lorsqu'il y a présence d'eau. Obligatoirement, il faut le noter, c'est très important. La fécondation chez ces plantes ne peut se faire qu'en présence d'eau. Pourquoi? Parce que le gamète mâle que j'ai décrit tout à l'heure, qui possède un organe locomoteur qui sont des flagelles, ne peut pas nager dans l'air. Il a besoin d'humidité. Et donc, lorsqu'il y a de la pluie qui tombe, lorsqu'il y a de l'humidité, les gamètes mâles qui possèdent des flagelles qui sont à l'organe locomoteur vont nager dans l'eau grâce à leurs flagelles et vont venir vers les archégones. Mais comment ils vont reconnaître la direction des archégones? C'est très important. Un gamète mâle, même en présence d'eau, etc., va nager, mais ne va pas reconnaître la direction des archégones pour venir faire la fécondation. Donc, les archégones synthétisent une substance qui sort à travers le canal de l'archégone vers l'extérieur. Cette substance contient des produits qui vont attirer vers elle les entérozoïdes, les spermatozoïdes qui nagent dans l'eau. On dit qu'on a un chimiotactisme positif. Il y a un chimiotactisme positif. Et donc, ça permet aux entérozoïdes de se diriger vers les archégones. Mais ce mode de fécondation
qui nécessite la présence d'eau s'appelle une zoïdogamie. Retenez, c'est des mots très importants. C'est la zoïdogamie. Elle nécessite la présence d'eau pour se réaliser. Cette fécondation s'appelle la zoïdogamie. Après fécondation, qu'est-ce que c'est que le résultat de la fécondation? C'est quoi? C'est la formation d'une cellule. C'est quoi la fécondation? C'est la rencontre du gamète mâle AN avec le gamète femelle AN pour donner une cellule à 2N qu'on appelle un œuf ou zygote qui est à 2N. Et cet œuf ou zygote qui se trouve à l'extrémité, dites-moi maintenant si vous suivez, l'œuf ou zygote, on va le trouver à l'extrémité de la plante mâle ou de la plante femelle? La plante femelle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est à l'extrémité de la plante femelle et non pas à l'extrémité de la plante mâle. Donc, l'œuf ou zygote, regardez, je suis en train de décrire la figure 9. La figure 9, l'œuf ou zygote qui se trouve à l'extrémité de la plante femelle va commencer à se diviser. Alors, notez bien que ici, dès qu'on a la fécondation, la formation de l'œuf ou du zygote, on commence la phase diploïde, n'est-ce pas? La phase à 2N, n'est-ce pas? Oui. D'accord, d'accord. Alors, l'œuf ou zygote qui est à 2N obligatoirement va commencer à se diviser. Toujours des mitoses, il n'y a pas de méiose ici, s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé de méiose. Ce ne sont que des mitoses. La mitose peut se faire sur des cellules AN ou sur des cellules A2N. C'est pareil, c'est des mitoses. L'œuf ou zygote, ça dit, vous avez perdu le polycopier, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui. Attendez. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Le voilà. C'est bon? C'est bon. Oui, monsieur. C'est bon. Oui, Allez, ça marche. Allez, on continue. On continue. Donc, l'œuf ou zygote va commencer un très grand nombre de divisions et va donner naissance à un embryon. L'embryon va continuer à se développer et va s'allonger et va former un organe appelé sporophyte. Un sporophyte. Qu'est-ce qu'un sporophyte? Le sporophyte est formé de plusieurs parties. Il est formé d'un filament long qu'on appelle la soie ou pédicelle. Un filament long appelé soie ou pédicelle. Et à l'extrémité de la soie ou du pédicelle, il y a la capsule. Une capsule. Et une capsule, notez si vous n'avez pas le cours devant vous, votre cours polycopié, notez s'il vous plaît. J'ai dit
Je répète, l'œuf va subir un grand nombre de divisions pour donner un embryon. L'embryon va subir un grand nombre de divisions pour donner un sporophyte. Qu'est-ce qu'un sporophyte? Un sporophyte est formé d'une soie et qui porte à son extrémité une capsule. La capsule est formée de deux parties, une urne et un opercule. Une urne et un opercule. C'est toujours la figure 10. L'ensemble de la capsule est recouvert par un chapeau qui s'appelle la coiffe. La coiffe. Je répète encore une fois. Après fécondation, on a formation d'un œuf au zygote qui a 2 N chromosomes. On commence ici la phase diploïde. L'œuf au zygote va se diviser, va s'allonger, va former un embryon. L'embryon continue son développement et s'allonge d'une façon très importante pour donner naissance à un sporophyte. Qu'est-ce qu'un sporophyte? Un sporophyte est formé d'une soie ou pédicelle qui est un filament très allongé, très long. On l'appelle soie ou pédicelle, très long et très fin. Et à l'extrémité du pédicelle, il y a une capsule qui est une partie large. Regardez, c'est toujours la figure 10. Qu'est-ce qu'une capsule? Une capsule, il y a un petit... Regardez la figure 9. La figure 9, j'ai écrit capsule, mais on peut lire capsule. Non, 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 c'est un L ici, et non pas un I. C'est peut-être ça qui vous gêne, non? Regardez la figure 9, le deuxième dessin à droite. Vous avez en bas la plante femelle, le gamétophyte femelle, et qui porte un sporophyte. Et le sporophyte est formé d'une soie, d'une capsule, et non pas capsule, une capsule. C'est un L, mais qui s'est cassé un peu ici. Et la capsule est recouverte de la coiffe. Est-ce que vous suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien, ok. Je répète. Le sporophyte est formé de plusieurs parties. Une soie ou pédicelle qui est un filament très long. À l'extrémité du pédicelle, il y a la capsule. La capsule est une partie large qui est formée de deux parties, une urne et un opercule. Une urne et un opercule. L'ensemble de l'urne et de l'opercule qui forment la capsule est recouvert d'un chapeau qu'on appelle une coiffe. Donc, ici, on a la plante femelle qui est le gamétophyte femelle et qui porte à son extrémité le sporophyte. Le gamétophyte femelle qui est la plante et a N chromosomes, n'est-ce pas? Et qui porte à son extrémité le sporophyte qui a 2 N chromosomes. Est-ce que vous avez compris ça?
Répondez. Oui, Non. monsieur. Oui, monsieur. Non, j'entends un non. Est-ce que vous êtes d'accord que le gamétophyte, qui est la plante, je l'ai dit tout à l'heure, la plante qui est le gamétophyte, mâle ou femelle, ici c'est une plante femelle bien sûr, parce que c'est au niveau de la plante femelle que survient la fécondation obligatoirement. Donc ici, la plante femelle est appelée aussi gamétophyte femelle. Il est à N ou à 2N chromosomes? Répondez. Un chromosome. Un chromosome. Un. Bien sûr, je n'ai pas arrêté de l'expliquer depuis tout à l'heure. Il est à N chromosomes obligatoirement. La plante ici, le gamétophyte, la plante est à N chromosomes. Et puisqu'à l'extrémité de cette plante, on a la fécondation permet au gamète mâle de se lier au gamète femelle pour donner un œuf ou zygote qui est à 2N. Cet œuf ou zygote va former au cours du temps un organe appelé sporophyte. Et ce sporophyte est à 2N obligatoirement. Qu'est-ce qu'un sporophyte? Je répète encore une fois, un sporophyte est formé de plusieurs parties. Il est formé d'une soie ou pédicelle. C'est un filament long qui est fin et à son extrémité, il y a la capsule. La capsule est formée de deux parties, une urne et un opercule. Et l'ensemble de la capsule est recouvert d'une coiffe. Donc, je répète, le gamétophyte femelle est à N et le sporophyte, il est à combien? Un aussi. À 2N. Mais mon Dieu, 2N. mais mon Dieu, 2N. mais je n'arrête pas de vous expliquer, vous me dites à N aussi. Mais quand même, réfléchissez, mais c'est à 2N quand même. Ben Dieu, je n'arrête pas de le dire 100 fois et vous me dites encore à N. Alors, suivez s'il vous plaît parce que vraiment... Alors, maintenant, quelque chose de très important que je veux expliquer, c'est la taille. Le gamétophyte ici, le gamétophyte, il mesure combien de centimètres? Le gamétophyte femelle? Répondez. De 3 à 5 centimètres. Voilà, exactement, Un. exactement, exactement. Il y en a qui suivent heureusement. Le gamétophyte femelle, qui est la plante femelle, qui est à N chromosomes haploïdes, est formé d'environ 3 à 5 cm. Le sporophyte mesure environ 3 fois la taille du gamétophyte. Si on mesure la longueur du sporophyte avec une règle, on va trouver que le sporophyte mesure environ 9 à 15 cm. Vous comprenez? La plante, Oui. le gamétophyte, si on dit le gamétophyte mesure 5 cm, d'accord? Il porte un sporophyte qui mesure 15 cm. C'est le rapport. C'est pour vous montrer que le sporophyte est plus lent, 3 fois plus lent que le gamétophyte. Alors, maintenant, à l'intérieur de la capsule, je répète encore une fois, une capsule est formée d'une urne qui est fermée par un bouchon, un opercule. À l'intérieur de l'urne, je répète encore une fois, la capsule qui se trouve à l'extrémité
du sporophyte est formé de deux parties, une urne et un bouchon qui est l'opercule. À l'intérieur de l'urne, on va trouver, regardez, je suis en train de parler de la figure 11. La figure 11. À l'intérieur de l'urne, c'est ce qu'on voit ici, la partie large, c'est l'urne. Même que je ne l'ai pas mis moi sur la légende, mais vous pouvez le rajouter, vous, ceux qui ont le polycopié, qui l'ont tiré sur papier, peuvent rajouter que la partie large, ici, représente l'urne. On l'appelle urne. Et c'est fermé par un opercule qu'on voit. Je ne vais pas aller vers les détails de la capsule, c'est pas la peine. Ce qui m'intéresse ici, c'est le tissu sporifère. Le tissu sporifère, vous le voyez? Le tissu sporifère. D'accord? Oui. Tout le monde? Oui, monsieur. Le tissu sporifère peut être appelé aussi tissu sporogène. Tissu sporifère ou tissu sporogène. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Tissu sporifère ou tissu sporogène. Qu'est-ce que c'est que ce tissu? Selon vous, il est à combien de chromosomes, le tissu sporifère? 2 ans. 2 ans. Et les autres? Vous êtes d'accord avec vos camarades? Oui. Comment Oui, vous monsieur. savez qu'il est à 2N? Oui, Comment Le vous... sporophyte a 2 ans. Il est à l'intérieur de ce À l'intérieur du sporophyte. Absolument, exactement. Il est à l'intérieur du sporophyte, qui est à 2N. Il se trouve au niveau de l'urne, qui est bien sûr une partie du sporophyte, et donc obligatoirement, puisque le sporophyte est à 2N, le tissu sporifère qui est à l'intérieur est à 2N aussi, obligatoirement. Mais qu'est-ce que se passe ici? On va avoir ici la méiose. La méiose, ces cellules qui sont à 2N, qui forment le tissu sporifère ou tissu sporogène, qu'on appelle aussi cellules mères des spores. Notez tout ça, c'est important. Je ne l'ai pas mis sur le polycopier. C'est très important. Je répète.